Bonjour tout le monde, on va travailler toujours sur les concepts autour de notre langage Java. Cette séquence sera consacrée aux API, Application Programming Interface. On va découvrir ensemble un ensemble de bibliothèques que vous pouvez intégrer dans votre projet pour rester concentré sur l'aspect métier de l'application. Le plan qu'on va suivre durant cette présentation, donc on va commencer par une activité. On va découvrir ensemble quelques notions de base. On va parler de la structure des API en langage Java. Et puis, on va donc entamer un concept très important avec lequel on va continuer tout le reste, c'est la gestion des exceptions. Et bien sûr, comme toujours, on va mettre en pratique ces différents concepts qu'on va voir durant cette séquence. Alors, soit le schéma suivant, donc vous avez donc une application Java avec la syntaxe Java qu'on vient de découvrir jusqu'à cette séquence, et vous avez une base de données. Donc, une base de données, il est constitué d'un ensemble de tables, là où vous pouvez stocker toutes les informations et les données de votre application, ou bien de votre produit, avec une structure bien définie, avec des relations entre les tables, etc. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est assurer la communication entre une application Java et puis une base de données. Il s'agit de deux systèmes qui sont différents. Du coup, pour assurer la communication avec votre base de données, vous aurez besoin de plusieurs, si vous voulez, fonctionnalités, à savoir une fonctionnalité qui permet de détecter la base, une fonctionnalité qui permet de charger la base, une fonctionnalité qui permet de communiquer avec la base. À titre d'exemple, écrire des données dans la base ou bien lire des données à partir de la base. Pour ne pas perdre votre temps en tant que développeur Java pour arriver à assurer certaines communications entre votre application Java et la base de données, alors là, vous allez utiliser une bibliothèque prédéfinie qui porte le nom GDBC, Java Database Connectivity, qui va assurer la communication entre ces deux systèmes avec une façon très simple et très pratique, tout en reste concentré, comme je vous ai dit au départ, sur l'aspect métier de l'application et des coûts. Donc l'API GDBC, elle est là pour assurer la communication entre votre application Java et votre base de données. Qu'est-ce qu'il va vous fournir? Il va vous fournir un ensemble de classes qui vont assurer cette communication entre votre base de données et puis votre application Java. Et c'est ça, donc, à partir de cette activité, on peut dire que l'API est là pour faciliter la communication avec tous les tiers autour de votre application, de votre produit, en se basant sur des bibliothèques. Ces bibliothèques regroupent des packages, des dossiers, et chaque dossier il recoupe un ensemble de classes que vous allez intégrer dans votre système pour satisfaire votre besoin. Donc, sur le schéma suivant encore, à partir du langage Java, vous pouvez intégrer plusieurs bibliothèques. On va voir par la suite la répartition de base et la structure des API en Java en général. Par exemple, vous voulez utiliser une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, c'est une classe qui appartient à une bibliothèque lang, ainsi de suite. Donc, on va découvrir tout ça au fur et à mesure au niveau de ces différents slides. Donc, on peut dire qu'une API en général, c'est un programme permettant à deux applications distinctes de communiquer entre elles et d'échanger des données. Donc, il permet la communication et puis l'échange des données dans les deux sens. Et bien sûr, cela va éviter notamment de recréer, redévelopper entièrement une application pour ajouter ces informations. Comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau de GDBC, il va nous permettre d'assurer l'échange et la communication entre notre application Java et votre base de données SQL ou non SQL. Ça dépend donc du contexte et puis de la situation. En termes de structure des API Java, les différentes API Java sont regroupées en packages. Et quand je vous ai dit depuis le début, le package, c'est l'équivalent de dossier en système d'exploitation. Ces packages sont eux-mêmes rassemblés dans trois grands groupes, à savoir Java, donc JavaX et puis Org. Sinon, il y en a d'autres qui sont développés avec la communauté Java. À chaque fois que vous utilisez un API ou bien une bibliothèque qui commence par Java. Alors là, il fait appel
à tous les API développés dans la version 1.0, dont la plupart sont utilisés jusqu'à notre jour. Le Java X, donc, il contient des API réécrits depuis Java 2 et qui sont destinés à les remplacer. On va voir sur le tableau par la suite. Org qui vient de organisation, bien organisme si vous voulez en général, ben, c'est les API provenant des spécifications définies par des organismes internationaux. Par exemple, vous avez une application Java qui va communiquer avec une autre application dans une autre technologie, .NET, PHP, quoi que ce soit. Alors là, vous aurez besoin d'interfaçage entre ces deux systèmes qui sont différents, qui disposent donc d'une architecture différente l'une de l'autre. Bah, du coup, vous aurez besoin donc d'un ensemble. C'est surtout lorsqu'on parle des applications réparties. Par exemple, vous avez un site e-commerce. Votre site est développé en PHP. Lorsqu'on arrive au processus de paiement, vous allez faire appel à un autre système de, si vous voulez, de paiement qui est développé peut-être avec Java ou bien avec .NET. Le système de paiement fait appel à la banque centrale, si vous voulez, en quelque sorte, qui est développé avec une autre techno. Et là, vous aurez besoin donc d'un intermédiaire, d'un interfaçage entre ces différents systèmes pour satisfaire le besoin des clients finaux. Alors, en termes de package Java, donc on peut parler de Java Applet. Donc ça représente l'ancienne, la première, si vous voulez, version orientée web développée avec Java. Donc le Java AWT qui permet de développer des interfaces graphiques. Les Java Beans qui représentent donc des éléments, bien des objets métiers. Java EO qui vient de Input-Output. Java ce sont des classes fondamentales des langages, telles que la classe string que je vous ai montré tout à l'heure, Math pour tout ce qui est donc traitement mathématique, Net pour tout ce qui est réseau, network, NEO pour tout ce qui est tempo, RMI pour tout ce qui est donc Remote Method Invocation. Si vous voulez invoquer donc une méthode à distance, vous allez intégrer celui-là. Sécurité pour tout ce qui est sécurité. SQL donc pour tout ce qui est communication avec les bases de données. Texte pour la manipulation du texte, des dates, des nombres et des messages. Ethyl donc il contient tout ce qui concerne les tableaux dynamiques, sorte collection, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est date, internationalisation, si vous voulez mettre en place plusieurs langues sur votre système. Alors ça représente en grosso modo donc les différentes bibliothèques de la première famille Java qui fait partie de la version 1.0. Pour la deuxième famille, quant à lui Javax, vous allez se retrouver avec des nouvelles bibliothèques et puis des bibliothèques revisitées, puisque tout à l'heure je vous ai déjà parlé de sécurité RMI, donc il y a une version avancée, si vous voulez, avec la version 2. Vous avez donc le crypto pour tout ce qui est cryptographie, vous avez donc image et ou pour tout ce qui est gestion d'images d'entrée centrée, vous avez tout ce qui est naming pour les, si vous voulez, les contrôleurs de domaine. Par exemple, vous avez une application qui permet à l'utilisateur de votre entreprise d'accéder aux différentes fonctionnalités. Pour se connecter, donc chaque utilisateur doit fournir un login et un password. Vous avez déjà un système de gestion, si vous voulez, de contrôleur de domaine. Là où chaque utilisateur, donc vous avez donc un serveur qui permet de gérer les comptes de vos employés. Il voulait que ce compte-là qui sera accédé, qui sera utilisé pour accéder à l'application, bah, dans ce cas-là, vous allez utiliser cette bibliothèque. Vous avez Print pour tout ce qui est lié avec l'impression, Sound pour tout ce qui est lié avec le son. Donc il y a une version avancée pour, si vous voulez, les interfaces graphiques qu'on va découvrir par la suite, le Swing. Vous avez donc tout ce qui est gestion des transactions et tout ce qui est en collaboration avec le langage XML. La famille org, quant à lui, donc il contient les bibliothèques suivantes. Org IETF, donc c'est un framework pour le développement d'applications avec des services de sécurité très avancés. L'OMG donc contient des packages liés aux spécifications de l'objet management, tels que Corba et tels que IDL, IOP. Donc il permet en quelque sorte d'assurer, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un système réparti, la relation, bien l'interfaçage entre plusieurs éléments et vous avez tout ce qui est autour de XML. Et comme vous savez, donc on parle d'XML, actuellement on parle même de JSON. Donc ce sont des formats universels qui permettent d'assurer la communication entre plusieurs
systèmes hétérogènes, c'est-à-dire qui n'utilisent pas forcément la même technologie. Donc après avoir parlé de ça, donc on va découvrir une bibliothèque prédéfinie dans le langage Java, c'est l'exception, bien la classe exception. Donc on va découvrir ce concept d'exception en langage Java. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion d'exception, donc il s'approche de langage C++. Sûrement, lorsque vous allez développer votre programme, il y a des erreurs qui surviennent. Et là, en langage Java, on va faire la différence déjà entre tout ce qui est exception et tout ce qui est erreur. Alors, la classe exception traite les erreurs prévisibles qu'on peut prévoir lorsqu'on va développer un programme qui apparaissent dans l'exécution d'un programme, qui sont sous la responsabilité des développeurs si vous voulez. Par exemple, panne des réseaux, donc fichier inexistant, vous avez demandé à l'utilisateur un nom de fichier pour que vous puissiez le parcourir. Bah, le fichier attendu c'est pas le même en termes de nom par rapport au fichier fourni par l'utilisateur. Problème propre à la logique ou bien un business. Par exemple, vous voulez développer un programme qui fait la somme et vous avez mis un moins par exemple. Alors dans ce cas-là, vous aurez un problème de la logique. Vous attendez la somme et vous aurez le résultat sous la soustraction. Donc les exceptions, ce sont les erreurs prévisibles qu'on peut prévoir et qu'on peut, si vous voulez, gérer en tant que développeur au niveau de l'application. Donc il y a des erreurs. Ben, la classe error en langage Java donc, traite les conditions sérieuses que le programmeur n'est pas censé traiter. Par exemple, si la mémoire est insuffisante pour exécuter l'application, bah c'est une erreur qui sort du périmètre de développeur si vous voulez. Bah, il est lié au système en général. Donc, pour faire le récap de ça, donc on peut parler de la hiérarchie des exceptions en langage Java. Donc, en langage Java, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre error et puis exception. Alors, les erreurs, on ne peut pas le traiter puisque sont liées au système. À titre d'exemple, virtual machine error, bah, s'il y a un problème au niveau de la virtual machine sort out of memory error, il n'y a pas donc la mémoire suffisante pour faire l'opération. AWT error, comme je vous ai dit tout à l'heure, le AWT représente la première bibliothèque utilisée pour intégrer les interfaces graphiques et pour ajouter des boutons, du champ de texte, quoi que ce soit. Donc, il est lié au système d'exploitation et du coup, s'il y a un problème avec le AWT error, donc il est dit au système, on ne peut pas le contrôler, le gérer en tant que développeur. La deuxième partie, c'est les exceptions. Bah, c'est l'erreur qu'on peut prévoir lorsqu'on va développer notre code. Alors, au niveau d'exception, il faut séparer entre deux types. Il y a ce qu'on appelle le runtime exception, les exceptions qui se déclenchent lors de l'exécution et des coups, sa gestion est facultative. À titre d'exemple, nil pointer exception, vous voulez intégrer par exemple, utiliser un objet sans l'initialiser avec l'opérateur new. Vous voulez arithmetic exception, tout ce qui concerne les calculs. Par exemple, vous voulez diviser par 0, donc automatiquement, c'est une exception qui sera déclenchée lors de l'exécution. C'est ce qu'on appelle runtime exception. Sa gestion est facultative. Vous le gérez ou non, donc le système il va vous signaler donc l'exception lors de l'exécution. Il y a d'autres types d'exceptions, c'est ce qu'on appelle le IO exception, output, input, output exception. Ce sont des exceptions où le développeur doit le gérer obligatoirement. À titre d'exemple, find not found exception, vous faites la lecture de fichier par exemple, si le fichier n'existe pas, donc il va déclencher une exception, vous êtes censé gérer cette exception. Si vous ne faites pas la gestion, le système il va signaler une erreur, on va découvrir ça au niveau de l'atelier qu'on va développer ensemble. Le end of file exception, ce qu'il faut retenir donc à partir de ce schéma, c'est que les erreurs sont dues au système. On ne peut pas les gérer, on ne peut pas les traiter en tant que développeur. Les exceptions, il y en a deux. Ben, il y a des exceptions, on n'est pas obligé de les traiter. C'est ce qu'on appelle runtime exception, que se déclenche lors de l'exécution.
Bah, il y a des exceptions qui sont en relation avec le input-output. Bah, automatiquement et obligatoirement, il faut intégrer donc la gestion de ces types d'exceptions. Alors, pour traiter les exceptions, qu'est-ce qu'on va intégrer comme syntaxe? Qu'est-ce qu'on va intégrer comme code pour qu'on puisse les traiter? Alors, le traitement d'exception, donc, il contient deux aspects. L'interception des exceptions qui se déclenchent. Et dans ce cas-là, donc, on peut utiliser le bloc try, catch, finally pour récupérer les exceptions. Alors, try qui veut dire essayer d'exécuter ce code. Catch, au cas où il y a un problème, voilà ce que vous allez faire. Finally, c'est les instructions que vous n'allez pas contrôler, qui s'exécutent correctement dans toutes les, si vous voulez, situations. C'est les instructions qui vont être s'exécuter en dehors de ce test. Et par la suite, il faut réaliser les actions nécessaires. Au cas où l'exception n'est pas déclenchée, on va faire tel travail. Au cas où l'exception est déclenchée, donc on va soit afficher un message d'erreur, soit rediriger l'utilisateur vers une autre page ou bien vers un autre endroit. Là, on peut, si vous voulez, débloquer la situation. Donc, il y a l'interception des exceptions, vous allez faire avec try, catch, etc. Il y a le lancement, bien la génération de l'exception. Et dans ce cas-là, donc automatiquement par l'environnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, runtime, ou la machine virtuelle pour certaines exceptions prédéfinies par Java. Sinon, on peut d'une façon, donc la première méthode, elle est implicite. Automatiquement, s'il y a une exception, donc le runtime ou la machine virtuelle, le GVM, il peut déclencher ou bien il peut lancer donc l'exception. D'une façon explicite, le développeur, dans une méthode, il peut intégrer, il peut déclencher lui-même, bien lancer lui-même l'exception en utilisant donc ces deux mots-clés, throws et throw. On va voir la différence entre ces deux concepts par la suite. Vous allez intercepter l'exception via try catch finally. Finally, donc il est facultatif. Par contre, try catch, c'est obligatoire. Essayez de faire ce code. S'il n'y a pas de problème, voilà ce que vous allez faire. S'il y a un problème, voilà comment vous allez donc communiquer avec l'utilisateur final. Pour lancer l'exception, il y a deux méthodes, soit d'une façon implicite avec runtime et la GVM, soit avec le développeur d'une façon explicite en utilisant donc les deux méthodes throws et throw. Alors voilà un exemple de traitement des exceptions en utilisant l'interception par le bloc try, catch, finally. Donc ici vous avez try, on exécute les actions qu'on aimerait bien contrôler. Par la suite, je vais demander de remarquer que dans cet exemple, il y a deux catch. Donc le premier catch, au cas où on a cette exception, voilà ce que vous allez faire. Au cas où on a cette exception, voilà ce que vous allez faire. Après avoir exécuté soit le try, soit l'une des catch, finally, c'est quelque chose qui sera exécuté toujours, quelle que soit l'exception. En d'autres termes, les instructions contrôlées, vous allez les mettre au niveau de try. Ces instructions peuvent déclencher donc plusieurs exceptions. Vous allez dire, si l'exception fait partie à celui-là, voilà ce que vous allez faire. Si l'exception fait partie à celui-là, voilà ce que vous allez faire. Finally, après avoir exécuté ce bout de code, soit try, soit le catch, cette instruction sera toujours exécutée. Donc toujours en termes de traitement d'exception, donc le traitement d'exception contient deux aspects. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'interception des exceptions, try, catch, etc. Et puis le lancement via d'une façon automatique, soit via la méthode throws et throw. Maintenant, on va voir la différence entre ces deux concepts, throw et throws. Alors, les deux sont utilisés pour lancer des exceptions. Donc, si l'exception ne sera pas déclenchée d'une façon implicite via runtime ou bien le GVM, bah vous avez la possibilité en tant que développeur de déclencher, de lancer l'exception d'une façon explicite en utilisant donc les deux concepts throw et throws. La différence entre ces deux concepts est que throws est utilisé dans la signature d'une méthode pour spécifier au compilateur que la méthode peut générer une exception. Et là, je vous demande de remarquer dans l'exemple suivant.
vous avez donc la méthode, ma méthode. C'est une méthode publique, c'est une procédure, throws et ou exception. On va dire au système que cette méthode-là peut déclencher une exception de type input-output exception. Ça, c'est pour le throws. Elle est définie au niveau de la signature de la méthode. L'instruction throw est utilisée pour lever une exception. Par exemple, ici, on va lui dire throw new arithmetic exception et on lui donne le message qu'on aimerait bien afficher pour l'utilisateur au cas où on a cette exception. Et c'est ça la différence entre les deux. Et on va le découvrir par la suite sur l'atelier qu'on va développer ensemble. Après avoir parlé donc des try-catch, du throw et puis throws, il y a des exceptions qui sont prédéfinies comme je vous ai montré tout à l'heure. Arithmetic exception, mismatch exception qu'on va découvrir par la suite. Alors ça n'empêche pas que, autant que développeur, vous avez la possibilité de personnaliser les exceptions et de mettre en place et de gérer vous-même vos propres exceptions. À condition que, je vous demande de remarquer ici, on vient de créer donc une classe qui porte le nom application exception. Pour porter la casquette des exceptions et gérer les exceptions selon votre contexte et selon vos besoins, vous allez hériter à partir de la classe exception. Maintenant, vous avez une nouvelle classe bien personnalisée qui permet de gérer les exceptions dans votre système. Au niveau de constructeur, je demande de remarquer qu'on lui passe un argument de type chaîne de caractères. C'est le message qu'on aimerait bien. Ça perd, comme vous le savez, donc il fait appel au constructeur de la classe mère. C'est-à-dire, il va faire appel au constructeur de la classe mère qui est exception. Le SSI, c'est le message qu'on aimerait bien générer pour l'utilisateur au cas où il y a un problème au niveau de l'application, si vous voulez. Donc, en termes de la mise en pratique de différents concepts que je viens de vous présenter. Donc, on va commencer par les exceptions facultatives. Je vais vous montrer par la suite les exceptions obligatoires selon le schéma de tout à l'heure EO exception. Et puis, on va finaliser par les exceptions personnalisées. Pour ce faire, je vous demande de basculer vers Eclipse. Donc, on va créer un nouveau projet de type Java Project. Donc, on va l'appeler Exception App. Alors, au niveau de notre projet, donc on va créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler test runtime exception. C'est les exceptions qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives. Je le mets dans un package où je vais l'appeler exception. Et j'ajoute la méthode public static void main. Alors, supposons que vous avez une variable x qui est initialisée par la valeur 0 et on demande au système d'afficher 1 sur x. Là, je vous demande de remarquer, pour le moment, il n'y a aucun message qui nous oblige pour intégrer donc la gestion d'exception. Si on voit ces deux instructions, je vous demande de remarquer quelle est donc l'exception qu'on peut prévoir lors de l'exécution de ce bout de code. X il est initialisé à 0, on demande au système d'afficher 1 sur x. Il apparaît bien que cette formule va déclencher une exception puisqu'on ne peut pas diviser donc par la valeur 0. Mais pour le moment, est-ce que j'ai ajouté try et catch? Il n'y a aucune, si vous voulez, recommandation par le système pour que je puisse ajouter le try, le catch ou bien le throws. C'est-à-dire que pour le moment, cette exception sera déclenchée lors de l'exécution. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de runtime exception. J'exécute le code. Et là, donc, je vous demande de remarquer que le système est fait appel à la bibliothèque Javalang. Et plus précisément, il va déclencher arithmetic exception. Et le motif et le message fourni par cette exception,
c'est la division by 0. Et par la suite, bien sûr, elle nous donne la ligne, là où il y a le problème. Quand je sélectionne la ligne, bah, il apparaît bien que cette ligne qui déclenche cette exception. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la gestion d'exception ici, elle est facultative. Quand est-ce que on va rendre compte qu'il y a un problème? C'est après avoir exécuté le programme. C'est pour ça qu'on parle de runtime exception. Bah, pour résoudre le problème, c'est cette instruction qui cause un problème. Donc, je vais ajouter un try. Et puis, à ce niveau-là, un catch. Alors, là, je vous demande de remarquer que l'exception fournie, c'est arithmetic exception. Je vais lui dire, s'il y a donc un problème arithmetic exception, je vais l'appeler EX par exemple. Je vais afficher un message. X doit être donc, différent de 0. Si je veux plus de détails, ben, je peux faire appel à cette variable EX et je lui demande de récupérer le message fourni par le système. Alors là, donc, pour bien lire la situation, vous avez un try qui veut dire essayer d'exécuter cette instruction puisque c'est lui qui nous a causé un problème tout à l'heure. S'il y a une exception, comme je vous ai montré tout à l'heure, de type arithmetic exception, alors dans ce cas-là, vous allez générer pour l'utilisateur le message suivant. X doit être différent de 0 et l'exception, on récupère donc l'exception dans cette variable EX, on lui demande de récupérer le message. Normalement, il va récupérer ce message. Et là, on est en train de personnaliser donc les choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé de finally. Sera exécuté dans toutes les exécutions, toutes les situations. On va dire toujours, par exemple. Alors, quand je réexécute maintenant, ben, je vous demande de remarquer, il a déclenché une exception de type arithmetic exception sur cette instruction. Il a exécuté donc le code suivant. Il a exécuté donc le catch. Par contre, si je donne une valeur différente de 0, alors automatiquement, il va afficher la valeur. Et là, finally, donc il s'exécute dans toutes les situations si vous voulez. On va ajouter maintenant une autre instruction. Ben, je déclare le X, je ne donne pas la valeur dès le départ. Je vais ajouter un scanner pour demander à l'utilisateur de saisir la valeur, si vous voulez, de X. Je vais interfacer scanner avec le périphérique d'entrée par défaut qui est le clavier. Du coup, je vais utiliser le système in. À ce niveau-là, avant d'afficher, je demande à l'utilisateur, donc CESU, saisir la valeur de X. Et pour récupérer la valeur de X, ben, j'aurais dû faire la chose suivante. X est égal à clavier. C'est l'instance, l'objet scanner que j'ai instancié tout à l'heure qui est interfacé avec le périphérique d'entrée par défaut qui est le clavier. Et là, je fais appel à nextInt puisque le X est un entier. OK? À la place d'utiliser une valeur figée, donc là, j'utilise une valeur qui est demandée à l'utilisateur, qui est saisie par l'utilisateur lui-même. Je réexécute le programme. Il va me demander de saisir la valeur de X. Si je donne 0, bah, automatiquement, il va déclencher l'exception et finally sera toujours exécuté. Si je lui donne une valeur 1 par exemple, alors là, il va m'afficher donc le résultat et puis finally toujours il s'exécute. Maintenant, je vais lui donner, donc puisque X, lui, il attend un entier, bah, je vais lui donner une chaîne de caractères pour voir comment le système il va se comporter devant cette situation. Quand j'appuie sur Entrée, alors là, je lui demande de remarquer qu'il y a une autre exception qui vient d'être déclenchée. Exception dans la méthode main. Plus précisément, quand je clique, c'est cette instruction qui nous a déclenché cette exception.
puisque celui-là, il est déjà contrôlé par arithmetic exception. Maintenant, on se retrouve avec une nouvelle exception, c'est input mismatch exception. La valeur d'entrée ne correspond pas à la valeur attendue par le x. X, il attend un entier. C'est pour ça, nous, on a utilisé un nextInt, c'est-à-dire on aimerait bien que l'utilisateur saisit et valide une valeur de type entier. Nous, on a saisi une valeur de type chaîne de caractères. Alors, comment on va faire pour résoudre ce problème? Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux avoir plusieurs catchs. Des coups, je peux copier ce catch, ou plutôt, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je récupère donc l'exception, c'est le input mismatch exception. Je vais l'appeler donc E par exemple. Et là, donc ici, il va me demander d'ajouter, d'importer le input mismatch exception. Il appartient à cette bibliothèque. S'il ne le connaît pas, il vous impose d'importer. Et quand je clique, bah, je vais demander de remarquer qu'il a importé la classe que je viens d'intégrer. Et là, je vais lui dire, donc c'est où x doit être un entier. Je peux même ici, donc à la place de out, j'utilise error et la même chose ici pour que le message sera généré sous format erreur en général. Je réexécute maintenant. Il me demande la valeur de x. Si je donne 1, tout ça se passe bien. Si je donne la valeur 0, bah, il va me signaler un message comme quoi x doit être différente de 0. Si je lui donne une valeur chaîne de caractères, alors là, je me demande de remarquer que automatiquement, il va me demander donc une valeur qui est différente, qui est de type entier. Et comme ça, donc, deux remarques très importantes, c'est que je peux avoir plusieurs catchs après le try. On énumère toutes les exceptions possibles selon à chaque fois que le code évolue. Donc, il y aura des prévisions sur les exceptions qui peuvent être déclenchées par le système. Deuxième des choses, c'est que j'ai changé out par error pour afficher un message d'erreur qui est toujours avec cette couleur rouge pour dire à l'utilisateur, il faut faire attention, on vous déclenche une erreur à ce niveau. Maintenant, la question qui se pose, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque le code évolue, automatiquement, vous aurez d'autres exceptions interceptées. Est-ce qu'on va donc perdre notre temps pour voir toutes les exceptions qui peuvent être générées ou bien déclenchées par notre système? Alors, la réponse, c'est que on peut, si vous voulez, généraliser, puisque toutes les classes que je vous montre ici, Arithmetic Exception, Input and Mismatch Exception, héritent à partir d'une classe principale Exception. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? À la place de cette exception, je vais ajouter Exception tout court. Je vais afficher ici un message, Exception, et je demande le message fourni par l'utilisateur. Mais là, je vous demande de remarquer. Quand j'ajoute exception, ben, vous n'avez plus le droit de détailler par la suite. C'est-à-dire que à ce niveau-là, je garde tout simplement exception. Alors, quoi que ce soit l'exception interceptée par notre programme lors de l'exécution, ben, il va afficher exception et puis il va nous donner le message équivalent à l'exception. Alors, on réexécute. Je lui donne 1, c'est bon. Je lui donne 0, il va me dire qu'en quoi exception division par 0. Je lui donne une chaîne de caractères et va me dire qu'en quoi exception nulle, il n'arrive pas à récupérer donc la valeur. Et comme ça, donc vous n'allez pas perdre votre temps à détailler toutes les exceptions qui peuvent être déclenchées vis-à-vis le code que vous allez mettre ici. OK? Donc, je vous ai montré les exceptions facultatives. On va passer maintenant aux exceptions obligatoires, ou bien ce qu'on appelle les EU exceptions. Je vais ajouter une nouvelle classe, new class EU exception. Je vais l'appeler test EU exception. Je vais ajouter le main.
Alors, si je reviens avec vous vers le schéma, je vous ai dit qu'il y a une partie des exceptions qui sont facultatives que se déclenchent lors de l'exécution. Il y a d'autres parties qui sont obligatoires, c'est le EO exception. Ben, pour les EO exception, tout ce qui est en relation avec l'entrée-sortie, ben, il est censé être, si vous voulez, manipulé par ou bien géré avec notre, si vous voulez, gestion d'exception. Bah, supposons que j'aimerais bien déclarer un fichier, j'aimerais bien par exemple développer une application qui va ouvrir un fichier en lecture ou bien en écriture. Alors Java, il vous propose une classe qui s'appelle FileWriter, qui appartient à la bibliothèque Java EO, Input Output. Alors le FileWriter, donc il permet de vous donner un objet qui permet de manipuler un fichier texte en mode ouverture. Alors, je déclare FileWriter, je vais l'appeler File par exemple, New FileWriter, et là, je lui donne le file name. Donc, je vous demande de remarquer que cette classe, et comme je vous ai dit lorsqu'on a parlé de l'apport de l'orienté objet, elle dispose de plusieurs constructeurs. Selon le contexte et selon le besoin, vous allez choisir le constructeur que vous voulez. L'essentiel, c'est que c'est tout constructeur, il retourne un FileWriter. Je vais choisir donc un constructeur qui va initialiser donc le fichier à partir de son nom. Alors ici, donc je mets test par exemple .txt, un fichier texte. Alors une fois que j'ai finalisé l'instruction, je vous demande de remarquer que le système il me génère une exception et va me dire que l'intégration et la gestion d'exception est obligatoire puisqu'il fait partie de EU. Toutes les classes et les objets dont vous aurez besoin qui fait appel à des entrées-sorties, vous êtes censé gérer l'exception dès le départ, même avant l'exécution. Et là, je vous demande de remarquer que le système il vous propose deux choses. Soit add throws declarations, soit surround with try et catch. Avec le try et catch, on les a déjà vus. Donc ici, vous avez try, vous avez donc l'instruction contrôlée, l'exception interceptée, c'est EOException. Et là, on lui demande d'afficher donc e-print-trace qui permet d'afficher donc une traçabilité sur l'erreur. Ici, on va lui dire CESO, fichier, si le fichier n'existe pas, il va le créer. On va exécuter le code. Et là, ils nous disent qu'en quoi le fichier est créé. Si je clique sur navigateur, la vue navigateur, ou plutôt, j'aurais dû faire la chose suivante. Je vais aller vers la racine du projet. Alors, je clique à droite sur le projet, Properties. Donc, voilà le chemin du projet. Et là, je me demande de remarquer la présence de fichier quand tout ça se passe bien. Donc, automatiquement, il nous a créé ce fichier sur la racine de notre projet. Je reviens avec vous ici. Si je ne veux pas faire try et catch, je peux ajouter donc le throws exception. Sauf qu'ici, donc, il n'y a pas de personnalisation des éléments. Alors, j'aurais dû faire ici, donc test2 par exemple. Là, quand j'exécute, je bascule vers le dossier en question et là, je me retrouve avec l'essentiel. Ce qui nous intéresse dans cette manipulation, c'est que le FileWriter fait appel à EO, Input-Output, dès que la gestion d'exception est obligatoire. Soit vous utilisez donc throws exception, juste au niveau de la signature de la méthode, soit vous ajoutez try et catch finally comme je vous ai montré tout à l'heure. Le dernier atelier qu'on va mettre en place, c'est qu'on va développer ensemble une exception, si vous voulez, en quelque sorte personnalisée. Alors, pour ce faire, je reviens avec vous ici. On va ajouter donc une exception. Alors,
une nouvelle classe. On va l'appeler par exemple âge invalide exception. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais changer le nom, le factor name, la première lettre de chaque mot qui doit être en majuscule pour rester sous les normes. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour personnaliser vos exceptions, alors votre classe en question va porter la casquette d'une exception. C'est pour ça que vous êtes obligé de faire un extend exception. On va générer l'exception suivante. Donc, on va faire appel à notre, si vous voulez, constructeur avec argument. Donc, j'aurais dû faire public. Et là, donc, l'argument, ça va être le message qui est de type chaîne de caractères. Et je fais appel à sa paire qui fait appel à la classe mère avec le message, pardon, S. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une exception qui sera déclenchée, on va donc passer le message de l'exception à notre classe exception pour qu'elle puisse l'afficher par la suite. Donc on est en train de définir une exception qui va agir sur la validation de la valeur de l'âge dans une application. Alors par la suite, on va créer une nouvelle classe qui va consommer, qui va intégrer cette exception en général. Donc on va l'appeler test age validate exception. Donc à ce niveau-là, au niveau de cette classe, on va mettre en place une méthode statique par exemple. Et comme je vous ai dit la dernière séquence, le mot-clé statique, il est utilisé pour désigner les membres de la classe. Il y a deux membres d'instance qui dépendent de l'objet statique, c'est-à-dire que votre membre dépend de la classe tout entière en général. Alors la méthode, on va l'appeler check par exemple, qui permet de, si vous voulez, vérifier l'âge selon la condition suivante. On lui donne l'âge. OK. Alors, on va lui dire Treus. L'exception qu'on a créée s'appelle âge invalidate exception. Alors, si l'âge est inférieur, plutôt supérieur strictement à, plutôt inférieur strictement à 30, par exemple, à titre d'exemple, dans ce cas-là, on va lancer l'exception. Pour lancer l'exception, donc c'est l'occasion de vous montrer encore la différence entre Treus et Treu. Treus, donc, il est développé au niveau de la signature de la méthode. Au cas où on a un âge qui est inférieur à 30, on demande au système de lancer l'exception en question. Donc, on va lancer l'exception âge invalide exception et on est censé lui donner une valeur. On va dire âge invalide par exemple. Else, on va donc gérer un message âge valide. Voilà donc notre méthode qui permet donc, si vous voulez, en quelque sorte de définir. Donc là, je vois qu'il y a donc tout simplement, puisque j'ai oublié donc le void, puisqu'il s'agit d'une procédure. C'est pour ça le système a déclenché l'exception. Je fais appel à main pour tester donc cette fonctionnalité que je viens de mettre en place. Je peux faire appel à try, catch. Je vais lui dire check. Pardon, c'est check 25. Normalement, 25, il est valide. Au cas où il y a un problème, donc je vais changer out par error pour bénéficier de la couleur de l'erreur que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on va lui dire une exception. C'est produite par exemple. Et là, on demande au système d'afficher
le e.getMessage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et comme ça, donc on vient de, si vous voulez, mettre en place tous les concepts que je vous ai montrés tout à l'heure. J'exécute maintenant. Et là, je me demande de remarquer qu'il va me dire une exception s'est produite, c'est-à-dire quand on a demandé l'exécution de la méthode check25, donc automatiquement, le système nous a généré une exception. Il nous a dit qu'en quoi l'âge est invalide. Il a déclenché donc cette exception. Alors si je lui donne, si vous voulez, 35 et j'exécute, dans ce cas-là, donc automatiquement, il n'y a aucun problème. Le système a exécuté donc cette instruction. Sinon, par la suite, vous pouvez donc personnaliser votre classe d'exception avec plusieurs méthodes que vous allez l'exploiter par la suite. Et comme ça, donc, vous allez personnaliser la gestion d'exception au niveau de votre application. Pour clôturer donc notre séquence, donc c'était l'occasion de vous parler des API comme étant un ensemble de bibliothèques qui se composent d'un ensemble de packages. Et ces packages-là, donc, ils contiennent des classes qui vont vous faciliter la communication avec tous les éléments, hard, soft ou d'autres systèmes en général. La séquence prochaine, on va la consacrer donc à un concept très important, c'est ce qu'on appelle les collections, qui représentent en quelque sorte les tableaux dynamiques. On va parler des tableaux et puis on va basculer vers les collections, à savoir les sets, les listes, les maps, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de notre vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.